Bien, Petit bienvenue. verre de temps, on peut regarder son nom s'il est enregistré dans le cloud. Les Voilà, participants. c'est bon. Je sais On pas, est en ligne. On est en direct, Nora. Bienvenue oui, à parce tous. que c'est affiché sur mon écran une autorisation pour cliquer pour dire que j'autorise que ce soit diffusé. Voilà. Oui, c'est bon. Mm. Alors, on est en direct sur Facebook et D'accord. on est en enregistrement. Bienvenue pour cette 30e édition du Book Club de Femmes et Diversité. Bravo, bravo déjà. Ouais, ça passe vite. Femmes et Diversité, c'est une association que j'ai fondée il y a 4 ans, tout juste 4 ans, et qui souhaite proposer un changement de regard sur la place des femmes et de la diversité dans notre société à travers l'image et les récits inspirants. Parce que je suis intimement convaincue que l'image permet de changer le regard, permet de créer Mhm. de nouveaux narratifs et une nouvelle prise de conscience. Donc, on le fait à travers un long métrage et il y a toute une équipe qui est avec moi, qui m'accompagne dans ce tournage de long métrage autour des femmes franco-maghrébines à travers une collection de portraits de femmes inspirantes que j'ai appelée Paroles de femmes. Et puis, cette parenthèse littéraire mensuelle qui donne la parole aux femmes qui écrivent le monde. Donc, cette parenthèse littéraire mensuelle qui donne la parole aux écrivaines est aussi un moment où on a l'opportunité de se ressourcer et d'aborder des questions inhérentes à la condition des femmes. Chère Nora, je suis ravie de te retrouver pour cette deuxième édition autour d'un ouvrage Merci. qui te concerne. On avait eu le plaisir de te recevoir pour Les contes soufis de la tradition populaire il y a 2 ans. Merci pour Euh, l'invitation. et merci à toi pour ce bel ouvrage, Jazia et Dieb, aux éditions Amka. Euh, Jazia et Dieb est un conte qui évoque l'âme berbère, l'esprit nomade à travers les péripéties du couple mythique de Jazia et Dieb, qui se distingue par sa perspicacité, son intelligence subtile et les valeurs telles que le courage et l'honneur. En premier lieu, comme d'habitude, j'aimerais que l'on revienne sur le travail de terrain, de collectage que tu as mené pendant plus de 20 ans pour raconter ce récit. Comment se passe le collectage? Comment as-tu gagné la confiance de tes interlocutrices, interlocuteurs? Quel est le rôle de la femme pour la transmission de ces contes? Alors, je voudrais quand même dire tout simplement qu'il s'agit d'une épopée, hein. C'est la geste hilalienne qu'on appelle la geste hilalienne. À la base, la geste hilalienne, c'est une geste arabe, parce que les Hilaliens, ce sont des nomades arabes qui arrivent du Nejd, qui passent en Égypte, qui arrivent en Tunisie, Algérie, Maroc, jusqu'en Espagne. Et leur légende, leur épopée est racontée dans chaque pays où ils passent. Donc, elle se décline en trois grandes parties. Et la partie sur laquelle j'ai travaillé, c'est pour cela que ça m'a pris beaucoup de temps, c'est la Tariba, la marche vers l'ouest. C'est la partie algérienne. Et c'est vrai que la partie algérienne s'est berbérisée parce qu'elle a été racontée par les Berbères, parce que quand les Ilaliens sont arrivés, il y a eu une fécondation entre Berbères et Arabes nomades Ilaliens. L'histoire serait trop longue de raconter de quelle manière. Donc, les Hilaliens sont arrivés en Algérie et leurs gestes avec eux, leurs récits et leurs héros. Par exemple, en Égypte, c'est surtout le héros Ebou Zid qui est chanté, qui est glorifié, hein. Nous savons qu'une geste ou une épopée, en général, c'est un récit qui est un long poème épique, hein, un long poème épique qui chante les exploits d'un peuple à travers un héros ou plusieurs. Là, dans ma geste, c'est une héroïne d'abord, Gésia, Oui. et un héros ensuite, Vieb, son bien-aimé. Et ça ne relate pas les faits historiques, hein. Ça, les faits sont vraisemblables, mais ils sont surtout pas politiques ni historiques. Il y a énormément d'anachronismes, d'ailleurs, que j'ai conservé dans mon épopée. Donc, il s'agit de l'histoire d'un couple, mais d'abord d'une femme, Gésia. Gésia, elle, on la retrouve dans toutes les parties de la geste. On la retrouve aussi bien au Neige, en Arabie, qu'en Égypte, qu'en Tunisie, qu'en Algérie, qu'au Maroc. Elle est vraiment le personnage central. Gésia El Hilalia a la longue chevelure
et elle se distingue par sa beauté, mais surtout, surtout son esprit. Et on dit qu'elle commandait, qu'elle faisait partie des sages et qu'elle avait les 2 tiers des voix. Dire combien elle était intelligente, beaucoup plus que belle, intelligente. Donc, et puis cette épopée, bien sûr, il y a toute la partie épique qui est faite pour donner la dimension poétique et exalter les sentiments. Et comment dire, tout est exagéré. Les exploits sont ce qu'on appelle les hyperboles. Les exploits sont exagérés, mais ça, c'est normal, c'est pour pouvoir retenir un récit. Je reviens à ta question, comment j'ai collecté. Ce récit, moi, je suis née dans le sud-ouest de l'Algérie. Je suis née dans une ferme à la campagne. Donc, je suis issue du monde rural. C'est ce que je revendique, ma ruralité en Algérie, un monde que l'on ne connaît pas très bien. Et j'ai eu la chance d'avoir été nourrie par les contes, par les légendes, par les épopées. Ma grand-mère racontait, ma mère racontait. On ne dit pas en Algérie que la femme est une conteuse, on dit elle raconte, elle a une bonne mémoire. Hein. C'est différent des hommes, si on a le temps, on parlera de la manière dont les hommes procèdent et transmettent leurs contes et leurs récits, etc. Et donc, cette épopée, elle se raconte de manière chantée, elle est beaucoup plus longue, il y a des parties chantées, des parties versifiées et des parties, bien sûr, tout simplement narrées, hein, que l'on raconte. D'ailleurs, on dit que le ton de la geste et la plainte, c'est la quoi parce qu'elle est triste, c'est une tragédie. Là il s'agit, Jésia et Vieb, c'est vraiment une tragédie. Mais comme toutes les tragédies, elle est belle. Que voulez-vous? Les histoires d'amour comme Roméo et Juliette se terminent toujours mal, mais elles nous laissent quand même un sentiment très puissant et vivant et qui demeure en nous. Comment j'ai collecté? J'ai reçu des fragments, des petits fragments, et tous ces fragments, j'ai toujours pensé qu'il fallait les assembler jusqu'au jour où j'ai rencontré une vieille conteuse qui s'appelle El Haja, elle s'appelle toujours dans mon cœur, qui s'appelait El Haja Zahra, de la Zawiya de Sidi Boucherb. Elle est de ma tribu maternelle, et elle m'a raconté toute la deuxième partie de mon livre. Mais il restait les autres fragments et j'ai fait un tissage. Je n'ai jamais su tisser un tapis, mais j'ai tissé cette épopée. C'est pour cela que ça m'a pris plus de 20 ans. Et on va dire pour finir de l'écrire 2 ans, donc 22 ans avant qu'elle ne paraisse. Donc il y a eu quand même un travail d'assemblage de fragments dans la première partie, comment Jésia est né, comment Vieb est né, et toutes ces petites histoires qu'on nous raconte enfant, pour nous dire combien Vieb est intelligent, combien Jésia est intelligente. Ce sont comme des anecdotes qu'on retient et qui peuvent se raconter toutes seules. Hein. Et moi, je les ai tous collées les unes aux autres et j'ai créé cette première partie. C'est pour cela que ça m'a pris du temps parce qu'il a fallu que je lise plusieurs ouvrages sur les Hilaliens, que je m'intéresse aussi au côté historique la vraie histoire des Hilaliens, comment ils sont arrivés au Maghreb, pour ne, ne pas trop me tromper. Parce que de toute façon, quand on fait un tissage, il y a toujours une partie de soi que l'on met. Et ma partie, c'est ce monde rural. Et moi, ma grand-mère vivait sous une tente et j'ai passé mon enfance sous la tente de ma grand-mère. Alors, vous comprenez mon amour pour les nomades et mon amour pour le monde rural et tous ces personnages. Là, je pense à ce que je disais hier à Sami Arabe. Oui, mon Algérie à moi, c'est le monde rural. Mon Algérie à moi, c'est ce qu'on appelle Arabia. Pour moi, ça n'a rien de négatif parce que, d'ailleurs, le mot Arabia signifie nomade, hein, nomade, ce monde rural où on est détaché du matériel, où on est poète, tout le monde est poète, où on Bon, voilà. Si vous avez des questions, je répondrai parce que sinon, je ne vais En pas fait, m'arrêter. je viens juste de réaliser quelque chose. Dans geste, il y a aussi la gestation. Et c'est vrai que lorsque tu as dit que tu as mis 22 ans à accoucher de ce récit, à tisser les liens et à donner du sens finalement, parce qu'il y a une partie de toi et de ton histoire, de ta propre gestation que tu mets dans ce récit, est-ce qu'il y a un lien finalement étymologique entre la geste et la gestation pour Écoute, faire aboutir une histoire?
Franchement, c'est la première fois que je fais ce lien. C'est le langage des oiseaux. Oui, Geste, gestation. Franchement, je ne saurais pas répondre à cette question, mais il va falloir aller puiser et chercher. Et on est nombreux à chercher et on se transmettra ce qu'on aura trouvé. avec plaisir. Ma prochaine question, et n'hésitez pas à participer, hein, vous êtes là aussi pour prendre la parole, n'hésitez pas du coup. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on est conteuse ou est-ce qu'on le devient? Moi, je dirais qu'on est conteuse. On ne le devient pas. Euh, un de mes amis comédiens m'a dit, tu sais, Nora, tous les conteurs peuvent devenir comédiens, mais un comédien ne peut pas devenir conteur. Et je reste convaincue, intimement convaincue, que ce n'est pas tout le monde. Moi, je n'ai jamais su que j'étais conteuse. Je ne me suis pas revendiquée comme conteuse. C'est par hasard que j'ai su, et ce sont les autres qui m'ont reconnue comme telle. Hmm. Je connaissais les contes, j'aimais les raconter, je racontais à mes enfants, à mes amis. Quand je suis arrivée en France, j'ai su que j'étais porteuse de mémoire à l'âge de 40 ans parce que moi, j'ai effectué d'abord des études d'infirmière parce que j'ai voulu soigner les gens. Je voulais ressembler à une amie de ma mère qui s'appelait Pierrette, qui était une grande humaniste. Et donc, je suis venue en France, je suis rentrée à l'école d'infirmière de Senlis, 3 ans d'études et travaillé dans les hôpitaux et tout. Et puis, un jour, j'ai réalisé que je voulais plutôt écrire les contes de ma mère. Et j'ai tout recommencé, j'ai repris mes études de lettres et donc j'ai effectué mes études de lettres et pour écrire un livre, le livre de ma mère, les contes de ma mère, parce que j'aimais ça, parce que je racontais à mes amis. Et finalement, et j'avais commencé à collecter aussi, parce que j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, été consciente qu'avec les nouvelles technologies, euh, la parole risquait de disparaître. Et comme dit Ampateba, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc j'ai toujours, avec mes propres moyens très modestes, enregistré tout ce que j'ai pu enregistrer dans le sud-ouest, du côté de Tiaret, plus exactement à Tousnina, Mellekou, Sougar. Je les cite tous parce qu'ils sont tout le temps vexés. Ils me disent, ah, mais tu as oublié de dire Sougar. Là où c'est le périmètre Frenda. Frenda, mon Dieu, j'ai oublié Frenda. C'est là où j'ai collecté la geste auprès de Haja Zahra. Donc, quand j'ai collecté cette geste, j'ai toujours été consciente que les récits allaient se perdre. Je ne sais pas pourquoi. Et puis finalement, aujourd'hui, je me dis, ce n'est pas lettres que tu aurais dû faire, c'est anthropologie. Parce que j'aime beaucoup l'anthropologie, puis je réalise un travail anthropologique depuis plus de 20 ans en allant sur le terrain, en collectant, en classant, en sauvegardant. Hmm. Alors, pour répondre exactement à ta question, il y a un seul membre de la famille, ou deux peut-être, qui peuvent hériter de l'art de compter et de la mémoire de compter. Moi, je me plaignais, je me disais, tu n'as pas de mémoire, parce que je ne retenais pas les noms, je ne retenais pas les dates. Et je ne retiens pratiquement pas les dates. Et d'ailleurs, mes enfants me téléphonent pour me dire, n'oublie pas, demain, c'est l'anniversaire d'un tel et d'un tel, de leurs frères et sœurs. Parce que même les dates de naissance de mes enfants, je les oublie. Voilà. Ça, c'est mon côté nomade où on ne fête pas les anniversaires. Mais j'ai la mémoire du récit. J'ai beaucoup de chance. Quand on me raconte une histoire, elle reste fixée dans ma mémoire. Parce que Donc, j'ai la mémoire du récit. c'est plutôt une mémoire visuelle qui prête peut-être attention à honorer ses ancêtres, à honorer sa terre aussi, C'est une et à mémoire honorer auditive, auditive. et auditive. Surtout auditif, parce qu'on entend, on entend. Ma mère racontait beaucoup dans le noir. Pendant la guerre d'Algérie, c'était le couvre-feu, on dormait tous et on éteignait donc les lumières et ma mère racontait dans le noir. Et on ne voyait pas ses gestes et tout le paraverbal disparaissait, mais en racontant dans le noir, elle changeait de ton et on savait qu'elle racontait différemment parce qu'on ne pouvait pas avoir ses yeux et elle ne pouvait pas nous voir. Donc, elle racontait, on peut raconter dans le noir. Là, c'est l'oreille seulement qui reçoit. Et bien sûr, le jour, quand on voit la conteuse, eh bien, on suit ses mimiques et elle suit nos mimiques. Vous savez que la conteuse est influencée par son auditoire. On raconte à deux ou à trois ou à plusieurs parce que la conteuse regarde son auditoire et elle sait où il faut exagérer le ton d'une voix ou l'effet d'un héros. Et
on peut dire que le public raconte avec la conteuse. Mm. Et un jour, un conteur africain m'a dit, mais tu sais, le public est notre monture. C'est le public qui nous aide à chevaucher sur une histoire. Mm. Oui, parce que le conteur doit aussi captiver l'attention et Oui, amener en fait le public à vivre cette histoire finalement. Donc, oui, donc d'ailleurs, je dis au groupe, je vous invite à regarder la chaîne YouTube de Nora Asseval que j'ai découverte pendant le Ramadan il y a 3 ans avec mes enfants et où mes filles ont adoré tous ces contes qui durent à peu près 10 merci. minutes et où on est vraiment, c'est une immersion dans un espace clos où on est embarqué dans des histoires et où on les vit véritablement. Et ça montre la force de l'oralité parce que il y a une certaine poésie, une certaine musicalité, il y a un certain imaginaire qui est développé et je Oui. trouve ça extrêmement puissant. Qu'est-ce que le manque d'oralité dit de notre époque? C'est vrai que j'ai lu quelque part, il y a quelques semaines, que aujourd'hui, on est obligé d'inscrire sur le papier tout ce qu'on dit parce que la parole d'honneur n'existe plus. Est-ce que tu es d'accord C'est avec ça? fini. Mais je suis vraiment désolée pour ça, parce que la parole, mais jusqu'à maintenant, elle continue d'exister dans le monde rural. Attention, elle continue d'exister. Quand on donne une parole, on donne une parole. C'est pour ça que moi, quand je pars en Algérie, c'est à la campagne que j'aime aller. Parce qu'il y a encore ces gens qui ont le sens de l'honneur et de la parole donnée. Et dans les villes, et surtout, moi, ce qui m'avait choqué en France en arrivant, c'est qu'il fallait tout noter. Et en plus, j'ai travaillé dans un lycée, dans l'administration, dans l'éducation nationale, et il fallait tout écrire. Si on voulait quelque chose, il fallait une preuve écrite. Et, et c'est dommage. C'est dommage que l'on puisse pas continuer à garder, mais c'est sans doute aussi le monde moderne et le monde des nouvelles technologies, parce que l'écriture existe depuis longtemps et elle n'a pas empêché la parole. Hein. Vous savez là, on est dans une nouvelle ère. Hein. Il y a eu d'abord les gens en parlaient, ensuite on a eu l'écriture. Déjà, on se plaignait à l'époque, quand l'écriture a été inventée, de ne plus avoir autant de mémoire. Et puis ensuite est arrivée l'imprimerie. Et on se plaignait parce que les livres allaient être imprimés. Et puis après l'imprimerie, il y a eu, donc elle s'est généralisée, diffusion des livres. On a encore perdu un peu plus notre mémoire. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a besoin de savoir quelque chose. On appuie sur Google et on a la réponse. Donc on fait encore moins travailler la mémoire. Mais l'oralité, quand même, je dirais qu'elle est en train de revenir de manière extraordinaire, puisque là, on est en train de parler grâce aux nouvelles technologies. On se parle et on se regarde. Absolument. Bon, et maintenant, attendons l'avenir pour voir ce que ça va donner. Et le conte, lui, qui a circulé de bouche à oreille, parce qu'il y a des versions partout dans le monde. Par exemple, Blanche-Neige, elle existe en Algérie, elle s'appelle Fibule d'argent. Au Maghreb, même au Maroc, en Tunisie, elle s'appelle Bzimt el-Fadla, hein, que ce soit en berbère ou en arabe. Alors, quelle est la première version? On ne peut pas le savoir, et qu'importe, l'essentiel, c'est qu'elle circule. La diffusion des contes continue aujourd'hui. Elle était là avant les technologies et maintenant, grâce aux nouvelles technologies, peut-être que ça va aller plus vite. Et c'est sans doute pour cela qu'il y a de plus en plus de conteurs dans le monde. Il y a un renouveau du conte et tant mieux. Et les contes sortent des livres pour être racontés par des conteurs. En vérité, on a tous été élevés, biberonnés au conte, puisque contes de Grimm, contes d'Andersen ont Ben oui. structuré notre psyché et les archétypes auxquels on s'identifie. Après, personnellement, en tant que féministe, je regrette que les figures féminines soient souvent des figures qui attendent le prince pour être libérées. Pas, Voilà, bon, on pas reviendra sur toujours. ça peut-être si Pas, tu veux. pas toujours, pas toujours. Non, 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 pas Non, toujours. non, En mais tous les cas, dans notre geste ilalienne, c'est pas du tout ça. Hein. oui, Mais bon, justement. on sait très bien que chez les nomades, les femmes sont beaucoup, beaucoup plus libres. Hein. Justement, je voulais revenir sur la figure de Jazia, qui est centrale dans ce conte. Oui, Dans quelle mesure, alors c'est une femme qui n'est pas à proprement parler chef de tribu,
mais qui est considérée oui, comme l'égale de l'homme. D'ailleurs, elle soumet Diab à une série de défis, et d'autres hommes à une série de défis, oui, pour voir s'il est digne de l'épouser. Donc on voit oui. vraiment là que c'est une femme avec beaucoup d'autorité, très puissante, qui est une figure centrale de ton ouvrage. Dans quelle mesure est-ce que tu dirais que la femme nomade a un statut différent de la citadine? Alors, tout simplement, ça, je m'en suis aperçue quand j'ai présenté mon mémoire de lettres modernes. J'ai réalisé que dans cette région d'où viennent mes contes sur les hauts plateaux entre mer et désert, j'ai réalisé que la femme nomade, c'est elle qui fabrique l'habitat. C'est elle qui tisse la tente. Donc déjà, elle travaille la laine, elle tisse la tente, elle la coud et elle la monte et elle la démonte. Donc c'est elle qui bâtit, c'est ce qu'on appelle la matrilocalité. Donc, Hmm. l'homme habite chez la femme sous la tente, même si on est dans un système patriarcal. Donc, la femme a ce pouvoir dans le monde nomade de fabriquer la maison, de fabriquer l'habitat. D'ailleurs, Claude Lévi-Strauss en parle dans La geste d'Asdival. Il parle de cette matrilocalité, patrilocalité, et on voit comment, et c'est sans doute aussi pour cela que dans notre tradition maghrébine, l'oncle maternel est très, très important. Khali, ce qu'on appelle khali. En français, on dit mon oncle maternel, mon oncle paternel. En arabe, on dit khali ammi. Khali, on comprend tout de suite que c'est l'oncle maternel. Et Mhm. l'oncle maternel a une grande importance, même dans la geste. Hein. Dans les contes, souvent, l'héroïne dit à son fils, demande à ton père de te laisser aller rendre visite à tes oncles maternels. Et pour aller rendre visite aux oncles maternels, il faut que la mère, l'héroïne, qui a été abandonnée et qui a envie de revoir sa famille, donc le père ne peut pas refuser de laisser son enfant et sa femme d'aller voir les oncles maternels, la tribu donc maternelle. Donc la femme nomade, grâce à cet habitat, grâce au tissage de la tente, elle, elle, elle a beaucoup plus de pouvoir. Et dans les villes, ben, c'est l'homme qui bâtit la maison en pierre. Et donc, elle habite chez lui et elle est beaucoup moins libre. Elle est peut-être un peu plus claustrée ou enfermée. Bon, ce sont des images hein, dans les contes parce Hmm. que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée et tout Hmm. autre. Eh bien, Et c'est Jésia et Dieb, elle soumet. Voilà ce que je voulais dire. Ce que Jésia, elle soumettait tous ses prétendants à de multiples épreuves. Elle était amoureuse de Vieb. Hein. Elle était hmm. amoureuse de Vieb, mais en tant que princesse et en tant que femme gardienne des traditions, parce que même si c'est une femme et qui commande, elle est écoutée, elle est quand même gardienne de la tradition patriarcale. En tant que gardienne des traditions, elle ne pouvait pas dire je suis amoureuse de Lièvre, je vais l'épouser. Non, il fallait laisser la chance à tous les prétendants et il fallait la mériter. Et Vieb a montré qu'il pouvait la mériter. Dans la geste, comme dans beaucoup d'épopées, dans l'épopée hilalienne, les épreuves, elles sont intellectuelles. Et donc, elle soumet ses prétendants à des épreuves intellectuelles. D'ailleurs, il n'y en a qu'une seule qui est un peu guerrière quand il va ramener son troupeau qui a été volé à un moment donné. Euh, Moi, je l'ai mis après les épreuves intellectuelles parce qu'un jour, je suis tombée et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a aucune épreuve guerrière? Et finalement, je suis tombée sur juste une petite histoire, un petit fragment de Gésia qui disait voilà comment Vieb l'a épousé parce qu'il a combattu les, les, les voleurs de troupeaux, les brigands, et il a réussi à lui rapporter euh, ses chamelles, parce que bon, c'était la richesse, c'était les troupeaux de chameaux. Donc, il est revenu avec le troupeau de chamelles, et bon, l'histoire, je ne vais pas la raconter, ce serait trop long. Et donc là, il y avait une épreuve finalement guerrière, et c'est après cette épreuve que le mariage a eu lieu. Et puis après, c'est une princesse, même si lui est fils de chef et qu'il l'a mérité, il lui fallait demander une dot. Hmm.
Et Dieppe était pauvre, enfin, il n'était pas très riche. Il ne pouvait pas lui donner la dot que les autres prétendants donnaient. Et là, il y a aussi, quand elle est intelligente, Kezia, il y a un tour de passe-passe et on voit comment elle va, sans se faire humilier, parce qu'une femme qui se marie sans dot, c'est comme si elle avait été donnée gratuitement, comme si elle n'avait pas de valeur dans la tradition, hein, dans la tradition. Donc, elle va faire en sorte que Dieppe n'ait pas de dot à payer, mais il va euh, accomplir un exploit. Il va accomplir un exploit et puis elle dit, bon, voilà, c'est ça ma dot. Ça remplacera ma dot. Absolument. Je N'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole si vous souhaitez poser une question. Juste à ce titre, lorsque tu parles des sociétés matrilinéaires, ou en tout cas là où voilà, on voit quand même, on sent quand même que la structure matricielle dans ce récit, à travers la tante, ce que tu expliquais tout à l'heure, eh bien, j'aurais le grand plaisir de recevoir Nadia Ferrouki avec son excellent ouvrage Les matriarches l'année prochaine pour parler Ah justement des oui, sociétés traditionnelles qui sont matrilinéaires. Donc, ce sera un sujet ça, extrêmement intéressant. c'est certain. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Sinon, je poursuis. Ok, Oui, moi, vas-y Valérie. oui, j'avais une question plus biographique pour Madame Asseval. J'étais curieuse de savoir le passage entre l'Algérie et la France pour vous. Parce que moi, j'ai bien compris que vous avez appris tous les contes grâce à votre grand-mère, à votre mère, donc, et aux femmes de votre famille. Et comme vous avez fait vraiment, vous faites un travail très intéressant avec votre compte et avec la divulgation, si, La transmission. oui, en transmission de votre compte en France. J'étais curieuse en fait, de comment vous êtes arrivé en France et pourquoi, peut-être, si vous voulez partager Non, aussi. mais très brièvement, parce que je suis arrivée en France, parce que j'avais envie de venir effectuer mes études ici. Et j'étais déjà mère de famille, hein. Donc, je suis arrivée en France pour mes études. C'était beaucoup plus pratique pour moi. Et puis, l'envie d'aventure, quand on est jeune, on a envie de partir à l'aventure, hein, vous imaginez bien. On a l'esprit aventurier, hein. C'est pas parce qu'on vient de la campagne qu'on n'a pas l'esprit aventurier. C'est comme les nomades, il faut qu'on déménage, il faut qu'on bouge. Ouais. Oui, puis je pense qu'il y a une intelligence nomade qui est réelle, on accepte l'impermanence des choses, on accepte le rythme des saisons, on accepte de déménager pour reconstruire. Et puis, bon, ça confère quand même des qualités entrepreneuriales, des qualités de résilience, qui sont des qualités essentielles Certaines, lorsqu'on change oui, d'environnement. certainement. Alors, Raja, je te donne la parole. Rebonjour. Je vous avais déjà salué. Voilà, en fait, moi, ma maman, Allah yarhamha, donc paix à son âme, Et à son âme. était artisane berbère. En fait, je viens d'une famille berbère. Du côté de mon père, ce sont plutôt des bergers et du côté de ma mère, des artisans et elle tissait des tapis. Et dans le nord du Maroc. Et je me demandais en fait si dans votre livre, est-ce qu'il y a des fragments qui viennent de cette région-là, du, euh, du côté du Maroc, du nord du Maroc, je ne sais pas, dans vos recherches, si, je ne sais pas si vous avez encore des souvenirs de l'origine de certains fragments. Voilà. Euh, Alors, moi, mes collectages se sont effectués sur le terrain, surtout en Algérie. Et quand j'ai eu affaire à des versions marocaines, ça s'est fait en France. C'est formidable. Il faut aller ailleurs, voyager pour rencontrer d'autres personnes. Et je n'ai pas collecté de fragments qui viennent directement du Maroc.
Non, je n'en ai pas collecté. Et pour le tissage, je voudrais tout simplement vous dire qu'en général, les tisserandes ont une très bonne mémoire. Parce que toutes les femmes qui tissent les tapis tissent des histoires. Et j'ai souvenir de l'Haja Zahra qui me disait, oh, si tu étais venue me voir quand je tissais, parce qu'elle était tisserande, elle faisait des tapis. C'est ce qu'on appelle en arabe, en Algérie, on appelle ça argema. C'est elle qui qui réalise les dessins géométriques du tapis. Et il faut avoir l'esprit très mathématique. D'ailleurs, je pense que raqam, ça signifie, la racine du mot signifie géométrie. Et elle avait une excellente mémoire. Haja Zahra, elle m'a dit, ah, si tu étais venue pendant que je tissais les tapis, ma mémoire était encore plus fertile et je t'aurais raconté encore plus d'histoires. Mais elle en avait tellement, je n'ai pas fini de collecter, même pas le 10e après avoir passé, être allée la voir pendant 20 ans d'affilée. Donc, pour dire que le tissage, les gens qui tissent, ont une mémoire parce que pendant le tissage, les femmes se retrouvent et elles se racontent des histoires. Mais je n'ai pas de fragments. J'ai cherché, hein. C'est pas que je n'ai pas cherché, mais je n'ai pas trouvé. J'ai cherché, mais je sais que les Hilaliens sont allés au Maroc, mais je n'ai pas trouvé de fragments directement du Maroc. Beaucoup plus en Tunisie parce qu'ils sont arrivés en Tunisie. D'accord, merci. J'aime beaucoup ce que vous dites parce que en grandissant, donc chaque été, on allait au Maroc et je sais que les femmes de ma famille, et surtout, et j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit Khali, donc du côté donc les oncles maternels, en fait, du côté de la maman. En fait, c'est tout, tout le récit de la mémoire familiale, ça a été souvent de ce côté-là, en fait, Oui, que j'ai vu depuis toute petite. Et je me demande tout même à si, fait. au-delà de nos origines berbères, Mm, en mm. fait, je me demande si la femme en elle-même, euh, dans dans la famille, dans le rôle, depuis toujours, dans son rôle dans la famille, n'est pas celle qui porte la mémoire et celle qui communique, en fait. Oui. Oui, bien sûr, c'est la femme qui est porteuse de parole et c'est elle qui élève les enfants et c'est elle qui raconte les histoires et c'est elle qui raconte les contes qui sont très longs et qui raconte les histoires aussi des ancêtres. Tous les soirs, à l'époque où il n'y avait pas la télévision, la radio, etc., les gens écoutaient la conteuse. Et on ne se réunissait pas autour de l'homme, mais autour de la femme. Bien que l'homme puisse aussi raconter une histoire, mais les hommes vont favoriser des petits contes de sagesse ou les grandes épopées ou des contes religieux. Mais la femme va raconter le merveilleux, ses contes. On a l'impression que ce sont des séries. Des fois, on s'endort et le lendemain, elle continue à raconter la suite. Mais avant les contes, ça c'est important, il y a les devinettes. Et croyez-moi, c'est la même chose, hein, que ce soit dans un milieu arabophone ou berbérophone, c'est exactement la même chose. J'ai retrouvé exactement les mêmes contes avec cette histoire. Je vais voir Khali, je vais voir mon oncle maternel jusqu'au moment où j'ai vu dans la geste d'Asdival l'importance de l'oncle maternel. Et ça vient, je suis persuadée, ça vient d'anciennes sociétés matriarcales. Et donc, c'est autour de la femme que l'on se réunit et c'est la femme qui transmet la parole jusqu'à un certain âge. Et puis après, l'enfant, quand il grandit, à l'âge avant la circoncision, c'était vers 6 7 ans, même 8 ans, il commence à sortir et aller vers les hommes. Et il y a d'autres rituels et d'autres rites qui s'établissent, mais la maman d'abord. Mm. C'est aussi un vecteur de résilience, hein. On Le peut dire, conte, le oui, conte. Ah, oui, mais bien évidemment, quand on vous dit que justice vous sera rendue, hein, eh bien, la justice, elle est toujours rendue parce que le conte nous le dit, malgré les souffrances, malgré les parcours, et ce sont souvent des parcours initiatiques aussi pour grandir. Il y a plusieurs niveaux de lecture, hein, il n'y a pas un seul niveau de lecture. Et ça nous apprend à être résilient. Moi, je suis convaincue de cela. Ça nous apprend aussi le sens de la justice, le sens de l'honnêteté, le sens de l'hospitalité, le sens de la parole donnée. On l'a dit tout merci. à l'heure. Merci, je vais laisser la parole à mes collègues, enfin à mes camarades. Mais merci beaucoup, en tout cas, j'ai très envie de découvrir ce livre.
Voilà. Le sens aussi des espaces sacrés, de créer des espaces, Oui, des cercles où chacun est considéré comme un égal de l'autre. Voilà, on oui, sort un peu du triangle pyramidal où il y a une figure d'autorité, et là on rentre dans un cercle où chaque personne autour du cercle est l'égal de l'autre. Dans quelle mesure est-ce que tu dirais, même si je pense que j'ai la réponse, que ces contes sont essentiels pour véhiculer euh, euh, nos identités, ces identités cachées, parfois les identités qu'on ne connaît pas, mais qui résonnent tellement lorsque on écoute ces contes, voilà, pour transmettre cet héritage, voilà, et valoriser son héritage culturel. Parce que c'est vrai que voilà, moi voilà, je suis née en France, mais d'origine marocaine, de mes parents, et c'est vrai que me raccrocher à cette histoire-là, elle est fondamentale parce qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient. Et c'est vrai que dans ma famille, moi, quand j'allais au Maroc tous les ans, comme Raja, ma tante paternelle, du coup, nous racontait des contes tous les soirs au coin du feu. Et je garde en mémoire ces moments très vifs. Et je pense que ça a structuré, d'une certaine manière, mon envie de créer ces espaces oui. de parole. Dans quelle mesure est-ce que, à ton avis, faire connaître ces contes est important pour structurer nos identités plurielles? C'est même fondamental. C'est-à-dire, il faut raconter aux enfants. Il ne faut pas lire un livre. Parce que quand vous lisez un livre, je ne suis pas contre la lecture, au contraire. Mais une maman peut très bien prendre un livre, lire une histoire et tout de suite aller la raconter. Il n'y a pas, elle ne tient pas un livre dans les mains, elle n'a pas les yeux fixés sur le livre. Elle est en train de regarder son enfant et il faut absolument raconter les histoires des ancêtres. C'est très, très important parce qu'un conte est ancré dans une culture, dans une langue, dans une société. Et même, il a une dimension universelle. J'en ai parlé tout à l'heure avec les versions qu'on retrouve un peu partout dans le monde, mais il a aussi une dimension locale. Hein. La même histoire, la fibule d'argent que j'ai citée en exemple, quand elle est racontée au Maghreb, elle est au soleil et la mère, elle n'est pas avec la neige, elle est en train de traire une vache, elle voit elle regarde le lait blanc couler, un corbeau passe, une aile de corbeau tombe, elle se blesse, une goutte de sang tombe et elle dit, oh mon Dieu, j'aimerais avoir une fille à la peau blanche comme ce lait, aux cheveux noirs comme l'aile du corbeau et aux lèvres et aux joues rouges comme ce sang, et son vœu est réalisé et l'histoire se continue de la même manière. Hein. Et, et je dirais que raconter à ses enfants, il faut être fier de ses racines. Il faut savoir où on va, d'où on vient pour savoir où on va. Ça, c'est très, très important. Quand j'ai animé des ateliers d'écriture auprès de femmes venues de divers pays, notamment du Maghreb, j'ai remarqué, c'est une remarque, mais je n'ai pas fait une étude là-dessus, que toutes les femmes qui ont raconté des contes à leurs enfants ont réussi sur le plan scolaire, ont réussi beaucoup mieux leur vie que celles qui se sont senties dépossédées de leur savoir et qui n'ont jamais raconté parce qu'elles sont arrivées avec une littérature orale, donc un savoir, c'est une littérature à part entière et on les a dépossédés de cette littérature orale au profit de l'écrit. On a valorisé l'écrit et elles se sont senties comme dévalorisées et elles n'ont pas raconté. Elles n'ont pas raconté parce que se sont dit, bah, il y a tout à la télé, il y a tout dans les livres et c'est dommage. Et beaucoup ont commencé à raconter quand elles ont participé à de tels ateliers qui n'ont pas été animés que par moi. Il y a beaucoup de conteuses qui ont fait ce travail. Hein. Aussi, par exemple, dans l'univers chez les gitans, par exemple. J'ai une amie conteuse qui a travaillé avec des gitans et qui a dit aux femmes, mais il faut absolument raconter les histoires dans la langue d'origine à vos enfants, même s'ils vont à l'école. Alors, j'imagine, d'un point de vue physiologique, ça doit être intéressant. Peut-être que je ne sais pas s'il y a des études sur ça, mais comment le conte peut aider aussi à combattre des maladies neurodégénératives telles que Alzheimer, où il y a une perte de mémoire, etc. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a un rapport au temps qui est fractionné, qui est très, très limité. On a ce souci de l'instantanéité.
Alors, à creuser, je n'ai pas Oui, de réponse, mais ça parce me que vient ça, comme ça. franchement, pour les maladies, je sais que les maladies psychologiques, on peut très bien redonner le moral à quelqu'un Ouais. en lui racontant une histoire. Moi, je le faisais spontanément quand j'ai été infirmière dans les hôpitaux. Je me souviens, pour donner du courage à quelqu'un, je prenais toujours un moment pour raconter une histoire, justement, qui aidait à avoir du courage à surmonter une maladie, une épreuve. Mais pour la mémoire, ça, je ne peux pas m'avancer, mais de toute façon, lire, apprendre par cœur, parce qu'il n'y a pas que le conte, il y a la poésie, il y a les devinettes qui s'apprennent par cœur, faire travailler sa mémoire, ça ne peut être que positif et bon sur le plan physiologique. Alors, il y a une phrase un peu mystère dans ton conte, c'est où est la tribu des Bnu Hillel? Sa Des trace, Bnouhilel, Bnu Hillel, sa trace subsiste-t-elle? Donc, c'est une oui. phrase qui revient, bon, avec une certaine musicalité, qui revient Oui. régulièrement, mais quel est le sens de C'est parce que cette phrase? c'est un poème, hein, c'est un poème. وين نجع بنو هلال وين نجع بنو هلال قاب الرسم ولا مازال je le dis avec l'accent قاب الرسم sa trace subsiste-t-elle, c'est-à-dire est-ce qu'elle a disparu ou est-ce qu'elle est là. C'est tout simplement pour dire est-ce que plus que la tribu elle-même, est-ce que la vie des nomades, est-ce que la vie des nomades subsiste? Est-ce que le sens de la justice subsiste? Est-ce que le sens de l'honneur subsiste à travers unNej?Nej, c'est la tribu. Euh, mais est-ce que c'est tout cela qui subsiste? Parce que la tribu en elle-même, comme élément épars et perdu, n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur que par ce qu'elle porte en elle, hein, ce que les personnages portent comme Vieb, comme Gésia, comme pour chez ceux d'Égypte, Bouzid. Et cette geste, cette épopée qui raconte donc l'histoire d'un peuple nomade constamment à la recherche de pâturage, euh, on dit bien que ces nomades, même s'ils ont eu des moments de famine, euh, ils devaient partager le peu qu'ils avaient, ils devaient le partager avec celui qui passe, même si c'est un mendiant, même si c'est où la goutte d'eau est, est nécessaire pour la survie, il faut partager. En dehors du fait que tout ce côté héroïque de la geste qui dénonce, mais alors qui dénonce complètement l'injustice, tout en criant sans désespoir parce il y a des parties, des plaintes, des complaintes, hein, des complaintes. Donc, à mon avis, Win Jabnou Hillel, où sont les hommes valeureux, où sont les nomades valeureux? Et les nomades, c'était aussi bien les nomades parce que ce sont vraiment, il y a une fécondation, aussi bien les nomades arabes, ilaliens qui sont venus que les nomades qui se trouvaient là au Maghreb, hein, les nomades berbères. D'ailleurs, ils se sont tellement fécondés que il y a beaucoup de tribus ilaliennes arabes qui sont qui se sont berbérisées en restant sur place et d'autres tribus berbères qui se sont complètement arabisées. Et sur le plan linguistique, l'arrivée des Hilaliens, il y a eu un phénomène extraordinaire. Quand ils sont arrivés au XIe siècle au Maghreb, il y a eu ce phénomène linguistique où tout le Maghreb est devenu arabophone. On ne sait pas pourquoi. Et c'est sans doute grâce à eux et à leur voyage qu'on se comprend que l'arabe maghrébin, c'est-à-dire l'arabe de Tunisie, l'arabe d'Algérie, l'arabe du Maroc, on se comprend. Quand on parle en arabe entre nous, on se comprend. Absolument. Et puis, il y a les parties poétiques, hein, bien sûr, il y a énormément. Et la présence des chevaux, l'amour du cheval et la beauté des chevaux. Je ne sais pas si tu te souviens de comment Vieb a rusé pour avoir sa jument Oui. extraordinaire. Vieb était très amoureux de Gésia, mais il avait un amour immense pour sa jument, Shehba.
avec il y a ce mélange d'amour entre le cheval, la femme. Et je ne sais pas si tu as lu ce passage où il est allé sauver, grâce à sa jument, il est allé sauver Gésia. Et finalement, euh, ils ont passé la nuit ensemble. Et de quelle oui, manière ils ont passé la nuit oui, ensemble grâce aux très beau. chevaux sans laisser de De traces. traces, Ah, bon. Oui, en joignant un oui, tissu, on revient sur la notion de tissu, de lien, oui, oui. Voyons un pour que petit peu. justement l'honneur de Jazia soit sauf et de ce couple Pas soit sauf. sauve, mais elle a passé la nuit avec Vieb. Tout à fait. Et le Ouais. lendemain, même s'il a sauvé sa vie, dans la tribu, comme quoi il conservait ce sens de l'honneur, et ils ont envoyé des pisteurs pour regarder le Et sable et lire dans le sable si Gésia était descendu de la voilà. jument et si Vieb était descendu, s'ils se sont rejoints et il n'y a eu aucune trace et l'honneur de Gésia était sauf. Alors, il y a quelque chose de très caractéristique dans cet ouvrage, c'est le mouvement. Bon, tu me diras, les nomades sont toujours en mouvement, et il y a aussi une notion d'exil, de départ, qui Oui. finalement est très liée à la spiritualité, à mon sens, puisque je pense que pour s'accomplir soi-même, tous les grands maîtres de ce monde, tous les prophètes ont dû quitter Oui. leur terre pour Oui. aller à la rencontre de leur Seigneur, à la Oui, rencontre d'eux-mêmes. Donc, il y a comme une sorte d'initiation spirituelle de Diab lorsqu'il quitte sa terre pour quelque part oui, tuer le père. Parce que, voilà, il y a. oui. Ah euh, oui, ce passage est d'une grande cruauté et en même temps d'une grande beauté, hein. Tout à fait. Quand son père le chasse de la tribu, et je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, Gésia dit, il y a un mendiant qui passe dans la tribu, et ce mendiant lui dit, est-ce que tu veux un peu d'eau? Est-ce que tu veux un peu de pain? Et puis il dit, non, je cherche mon chien. Auriez vu mon chien? Et, et, Alors, euh, page et 32. là, Est-ce que tu veux que je oui, lise le passage? ben, écoute, soit tu le lis, soit Lis-le, lis-le, je le lis-le. lis. Page 32. Oui, on raconte qu'un matin, on entendit un mendiant appeler au loin. Les hommes se précipitèrent et lui offrirent un morceau de pain et quelques gorgées de petit lait. Chez les Hilaliens, l'hospitalité est une règle sacrée, même en période de disette. Mais ce vieux mendiant ne voulait rien d'autre que son chien qu'il recherchait désespérément. Le soir même, Jésiel réunit tous les hommes de la tribu et leur dit, aujourd'hui, la leçon nous a été donnée par un mendiant plus soucieux de retrouver son chien que du pain. Qui a cherché à savoir ce qu'est devenu Vieb, le fils de Hanem, Vieb Bourbir, l'avisé, le courageux, lui, un solide pilier pour notre tribu. Et les hommes baissèrent les yeux, honteux, et Jésia continua. Qui d'entre vous, fils de Bnu Hillel, partirait à la recherche de Vieb dès demain? Et dès le lendemain, pour plaire à Jésia, ils vont aller à la recherche de Vieb et Vieb reviendra. Et c'est vrai que là, juste avant le départ de Vieb, il y a eu énormément de joutes entre son père et lui, des joutes poétiques des joutes poétiques que je n'ai pas mises en arabe dans ce livre, mais le livre a été traduit en arabe, il est vendu en Algérie aux éditions Sédia en arabe littéraire. Il a été traduit cette année et vraiment pour mon plus grand plaisir. Et je pense qu'il sera aussi publié en derja pour ceux qui veulent retrouver les paroles d'origine et et moi, j'aime beaucoup cette joute. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je ne voudrais pas accaparer la parole Non, et c'est peut-être bon. laisser si quelqu'un veut poser une question. Oui, Est-ce que quelqu'un veut poser oui, une allez-y. question? Prenez la parole. N'hésitez Euh, pas. moi, vous avez dit au début de la rencontre que tous les conteurs peuvent devenir comédiens, mais pas tous les comédiens peuvent devenir conteurs. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup parce que même ici, on a toute une tradition du conte napolitain de Naples avec Basile et Annibale Ruccello. Donc, ils sont vraiment des contes très, très anciens. Et voulais demander, en fait, euh,
comment, si vous voyez en fait une précise distinction entre le comédien et le conteur, comme je fais aussi la comédienne, j'étais en fait intéressée à cet aspect. Si une comédienne, ou si vous considérez une comédienne, parce que pour moi, comme vous faites des spectacles, Alors, le comédien va apprendre un texte brièvement, hein. On en reparlera quand on se verra. Le comédien va apprendre un texte et un jeu. Il va jouer la comédie. Mais le conteur, lui, va être lui-même. Il va raconter son histoire, même si par moment, il va faire la comédie. Bien sûr, il va imiter les héros et les autres protagonistes. Il va imiter, je ne sais pas moi, le lion qui va rugir. Il va imiter le chacal qui va parler. Donc là, il joue la comédie. Et puis après, il revient à sa narration, il redevient lui-même. Et il n'oublie pas le fil de son histoire et il ne raconte jamais son histoire deux fois exactement de la même façon. Donc, on est dans la prose, on est dans le conteur raconte son histoire. Il peut très bien ajouter un petit passage sans changer la structure du conte parce que euh, ça ne se fait pas chez les conteurs, on ne change pas la structure du conte, mais on peut très bien ajouter un petit passage, enjoliver. C'est comme habiller une mariée, lui ajouter une broche. Mais le comédien, lui, doit rester toujours avec son texte. Et lorsqu'on se verra, on parlera de ce sujet qui est très, très important et très long. Et alors, Leïla, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Maintenant que j'ai répondu à la question du comédien. merci, Madame Asseval, vraiment. Et je pense qu'il y a un petit problème avec le microphone de Madame Wijad. Wijad. C'est vrai. Excuse-moi, je n'avais pas activé Oui, mon micro. voilà. Oui, Raja, je te donne la parole. Alors, je me souviens qu'à l'école, on avait vu la différence entre les contes et les mythes et la mythologie. Et la différence, c'était que la mythologie décrivait un peu le mécanisme humain de l'homme. Et le conte, en revanche, il véhicule une morale, ce que la mythologie ne fait pas. Et je me demandais, en fait, dans votre travail de recherche et, euh, enfin, dans votre travail documentaire, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes confronté, donc quand qui dit morale dit valeur, est-ce que vous vous êtes aperçu ou confronté à des contes qui en fait véhiculaient une morale ou des valeurs qui étaient complètement différentes de celles qu'on a ici en Occident? Et je me demandais en fait, du coup, qu'est-ce que vous faisiez de ces contes-là si d'aventure vous étiez tombé dessus? Merci. De rien. Oui, quelquefois, bon, ça aussi, c'est un très vaste sujet. Quelquefois, on dit que quelques contes sont nés des mythes, hein. Ça, j'en ai rencontré, même au Maghreb. Il y a quelques contes où on reconnaît les mythes, notamment d'amour et psyché, ce qu'on appelle en France la belle et la bête, etc. Et quand il y a une morale que les gens de la culture d'ici ne peuvent pas comprendre, je ne raconte pas le conte. Parce que je me dis, même si je vais leur raconter ce conte, il faut être de la culture parce qu'il véhicule vraiment des faits culturels très, très précis, mais c'est très rare. C'est très rare. Et je me suis interdit quelquefois de certains passages de contes. Par exemple, dans Wed'a Firqet Seb'a, Wed'a qui a dispersé les sept, c'est une version. En fait, c'est la sœur qui part à la recherche de ses frères dans les versions européennes. Et quand, à un moment donné du récit, Wed'a avale des œufs de serpent parce que les belles-sœurs méchantes lui font avaler, je vais vite, hein, lui font avaler des œufs de serpent. Et ces serpents vont éclore dans son ventre va gonfler. Et les belles-sœurs vont dire aux frères, ah ben voilà votre sœur chérie que vous aimez tant et tout, elle est enceinte. Elle a un ventre qui a grossi
et les frères n'osent pas lui faire de mal parce que c'est leur sœur unique. Et ils vont creuser un trou et la mettre dans un trou avec de la nourriture pour un an. Et ils vont la recouvrir dans une sorte de silo, dans une armoire. Et ils vont partir. Et souvent, quand j'ai raconté cette histoire, les élèves dans des collèges ou les gens me disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, même si elle était enceinte? Alors, j'ai trouvé une petite parade. Je dis parce que dans ce pays-là, parce que c'est hors espace, et dans ce temps-là, il était interdit de tomber enceinte en dehors du mariage, par exemple. Donc, c'est ainsi. Sinon, la morale, tous les contes ne se terminent pas par une morale, ce sont les fables qui se terminent par une petite morale. Mais la morale du conte, elle est contenue dans l'ensemble du récit, hein. Elle est interne au récit. Et les mythes, eh bien, les mythes ont disparu hein, dans tous les pays où les religions monothéistes sont dominantes. Le mythe a disparu, mais il nous reste quelques petits fragments de mythes comme ça qu'on retrouve dans les contes et qui se sont mélangés aux contes. Et des fois même des petits récits. Pourquoi la terre, pourquoi il y a un tremblement de terre? Ma grand-mère me le disait. Ah ben parce que il y a un taureau énorme qui tient la terre sur ses cornes et quand il se fait piquer, il bouge et la terre tremble. Bon, c'est un petit mythe, mais c'est une subsistance d'anciens mythes avant le religieux, le christianisme, ensuite l'islam, etc. Le judaïsme aussi avant. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur les mythes dans les contes et la morale. Et la morale, il ne faut pas chercher toujours une morale à la fin. La morale, elle est dans l'ensemble, sauf Merci. dans les fables, sauf dans les fables. Ah, c'est formidable. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir avant de donner Alors, moi, si j'avais une question, Moi quels sont aussi. tes... Alors, Samia, pardon. Samia, je t'en Oui, prie. oui, merci beaucoup. Non, mais de manière très succincte, j'entends parler depuis tout à l'heure et je comprends que les contes sont essentiellement l'affaire des femmes, mais est-ce que les hommes sont concernés par la transmission des contes aussi? Oui, bien sûr, les hommes sont concernés par la transmission, mais les hommes vont favoriser un certain type de compte et les femmes un autre type de compte. Et les hommes aussi sont concernés mais ils ne transmettent pas de la même manière. La femme transmet beaucoup plus et le conte, justement, les contes des hommes, ce sont souvent des contes qui ont euh, un apprentissage bien précis, bien ciblé à travers un petit conte de sagesse. Moi, ce que j'ai pu observer autour de moi quand j'ai collecté, et ça fait plus de 20 ans que je collecte, les hommes, ils vont tous me raconter des petits contes de sagesse euh, qui comportent une morale sur un fait ou un autre. Contrairement aux femmes qui vont aller plutôt dans le fictif, dans l'imaginaire, dans les histoires d'ogres et d'ogresses, d'aigles volants, et qui vont nous emporter dans une autre magie, mais cela ne signifie pas que ça a moins de valeur. Et ce qui est bien, c'est que le conte dit toujours qu'il n'est pas vrai. Quand on raconte une histoire, on va commencer par l'ouvrir par une formule. Il était une fois, hein, ou kharftak ma kharftak, comme on disait dans ma tribu, et il y a d'autres formules, et on raconte l'histoire, et après on dit une autre formule de clôture. Hiya rahet hanajik. Mon histoire est partie, je suis revenue. Hmm. Je vous introduis dans l'imaginaire, je vous raconte une histoire qui n'est pas vraie, mais qui comporte des faits importants à savoir, et puis je vous sors de l'imaginaire et vous revenez à la réalité. Ça, c'est le style merveilleux. D'ailleurs, c'est mon préféré. Moi, c'est le style auquel je m'adonne le plus. Et les Après, hommes, eux, ils peuvent raconter 2 jours. Alors, ces contes ne se racontent que la nuit. Sinon, il y a un risque de malédiction, de perdre ses cheveux ou d'avoir des enfants chauves. Donc, on le raconte. C'est comme dans les Mille et une nuits, Sherazade ne raconte que la nuit. Et les hommes peuvent raconter le jour une anecdote ou un conte philosophique ou un conte de sagesse. Les femmes aussi hein, peuvent raconter les contes de sagesse. D'ailleurs, à ce propos, au mois de décembre sortira mon recueil Sagesse des femmes du Maghreb. Ce sont des petits contes de sagesse qu'on peut raconter le jour et que les femmes racontent euh,
On le découvrira en son temps. Avec grand plaisir. En tout cas, c'est vrai que lorsque tu parles de ces cercles qu'on ouvre et qu'on referme, ça me rappelle un peu ces cercles de méditation où en fait on ouvre un espace sacré, où il va se passer des choses, où on va rentrer en introspection et on va fermer aussi cet espace pour revenir dans le monde profane, en quelque sorte. En tout cas, c'est Alors, ce que ça évoque. c'est vrai, mais on a beaucoup parlé de Gésia. Est-ce que vous pouvez me permettre de parler d'un peu Vieb? Parce que je l'aime, Bien sûr, Vieb. bien Hein, sûr. Vieb, Place qui aux n'est hommes. qui n'est pas amoureuse de Vieb? Alors, Gésia et Vieb ont une histoire quand même tragique. On dit que les héros ont toujours une histoire tragique. Et si on a le temps, on parlera un peu de leur naissance. Vieb a été élevé par un berger et récupéré par son père, le chef Ghanem. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit entre le père et le fils. Alors, je vais chercher les énigmes de Ghanem. Ghanem, sa femme, est-ce que vous m'entendez là? Oui, Ça va? oui, oui, oui. Oui, Ghanem, donc sa femme lui dit, je veux rendre visite à mes frères, donc les oncles maternels de Vieb. Et Ghanem, qui était sévère, lui dit, bon, j'en ai assez de t'entendre vanter le mérite de tes frères. Tu peux y aller, mais à une condition. Je vais te donner des énigmes à leur soumettre. Et lorsque tu reviendras, si tu m'apportes la bonne réponse, tu pourras rester. Sinon, tu retourneras chez tes frères chéris, ces frères que tu vantes tant. Et il lui a posé, elle était d'accord, il lui a posé les énigmes et Vieb a tout entendu. Et l'énigme qu'il lui a posée, elle est versifiée en arabe. Bon, donc là, je l'ai mise en français, mais je peux la dire aussi en arabe. Alors, il lui dit, demande à tes frères, l'ihlam nesh, والمرار مناش, والسود مناش. Qu'y a-t-il, quelle est la chose, donc, qu'y a-t-il de plus doux au monde? Qu'y a-t-il de plus amer au monde? Et qu'y a-t-il de plus sombre au monde? Et il lui pose une deuxième qu'on ne raconte pas souvent. Euh, demande à tes frères khiyar al-asm ou khiyar al-akl ou khiyar al-libs. Quel est le meilleur des noms? Quel est le meilleur des vêtements? Et quel est le meilleur des repas, donc le meilleur des aliments, quel est le meilleur des noms, le meilleur des aliments et le meilleur des vêtements. J'ai essayé de trouver des rimes. Et elle part avec ses énigmes et elle arrive chez ses frères et Vieb est inquiet parce que il se dit, mes oncles maternels ne sont pas versés dans ce genre de choses, de pensée, parce que certainement qu'ils ne devaient pas être des Hilaliens. Voilà. Et les Hilaliens étaient connus pour leur esprit. Et il guette sa mère et quand elle revient, il court à sa rencontre discrètement et il lui dit, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, mes frères? Et elle va lui donner des réponses, mais complètement erronées. La chose la plus douce, c'est le miel, la plus amère, le laurier rose, la plus sombre, la nuit sans lune. Le meilleur des noms, c'est Amar. Le meilleur des vêtements, c'est Tamar. Donc les dates, le meilleur des vêtements, c'est l'Ahmar, c'est les vêtements, c'est le rouge. Et il lui dit, non, maman, tu ne peux pas dire ça à mon père, il va te renvoyer. Et il lui souffle, et quand elle va voir son mari, elle retient ce que son fils lui dit, et quand elle va de manière versifiée, elle va lui dire, الحلا مناش لعب ذراري في الفراش المرار مناش الهم كيطعن العراش والسود مناش رفود الميت في النعاش. Il est sidéré. Il se dit, mais tes frères ont recouvré une intelligence, c'est pas possible. Et la deuxième énigme, خيار الاسم محمد صلى الله عليه وسلم خيار الأكل محضر وخيار اللبس master. Alors, ça donne ça en français. La chose la plus douce est le rire des enfants dans leur lit. La chose la plus amère est la misère qui s'abat sur les peuples. Et la chose la plus sombre, c'est la levée d'un corps, d'un être cher dans un cercueil. Pour la deuxième énigme, le meilleur des noms, c'est celui du prophète. Le meilleur des aliments, c'est ce que l'on trouve. Et le meilleur des vêtements, c'est ce qui ne recouvre. J'ai essayé de trouver un peu la rime. Voilà. Et donc le père est surpris et il lui dit, tu n'aurais pas vu, Vieb?
Oh, elle dit non, non, j'ai pas vu Lieb parce qu'elle n'avait pas le droit de dire qu'elle avait vu Lieb. Et c'est très drôle parce qu'on parlait des mythes, il se frappe la cuisse et il dit, ces paroles ne peuvent venir que de ma cuisse, ils ne peuvent venir que de mon fils. C'est quand même un petit clin d'œil à un mythe. Et il sait que c'est son fils, mais elle ne veut pas révéler la vérité. Et il va ruser, le mari va ruser pour découvrir que c'est son fils. Et c'est là où il va aller le châtier, où il y a une autre joute oratoire. Et il va le chasser de la tribu parce qu'il s'est mêlé de cette histoire entre ses oncles maternels et sa mère et lui. Ça, c'est la sévérité des Ilaniens. Ils étaient durs. Ils étaient durs. Et en même temps, c'est comme ça que Diab devient un homme, parce qu'il quitte. Et oui, parce qu'il est parti. Il est Oui, parti, oui. c'est Très vrai. bien. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Sinon, on va arriver au terme de notre échange. Et j'aimerais juste savoir, ma chère Nora, si tu as des projets. Voilà, j'ai noté tes prochains, les contes du Maghreb, la sagesse des femmes du Maghreb, que j'ai hâte Oui, de découvrir. Est-ce que tu travailles oui. sur des projets actuellement pour 2024? Alors, oui, pour 2024, je n'ai pas encore décidé. Et il y a plusieurs choses. J'aimerais bien travailler sur une autre femme nomade qu'on appelle Mbarka bint Khas, qui est une sage. Elle, vraiment, on va la consulter, hein. C'est notre forme de sagesse. Et donc, mon livre Sagesse des femmes du Maghreb, c'est aux éditions Almanar. C'est là où j'ai édité la science des femmes, la femme de Jhal, les contes libertins, la chamelle. J'ai beaucoup édité et le moulin magique pour les enfants. Donc, ça sera chez Almanar au début de décembre. On fera sa sortie dans une librairie à Paris. Et comme projet, ceux qui veulent écouter la geste hilalienne orale, je vais la dire à Lima, à l'Institut du monde arabe, mais je n'ai pas Ah oui. encore la date. Ça sera en avril avec un musicien. On est en train de chercher une date pour cette production, produire la geste hilalienne que j'ai déjà racontée déjà plusieurs fois, hein. Elle se raconte, la geste hilalienne, de deux manières. Soit en 3 heures, mais là, pas 3 heures d'affilée, ça va être 1 heure et demie un jour et 1 heure et demie un autre jour. Mais là, ça va être que la deuxième partie qui se suffit à elle-même, telle que je l'ai reçue par le Hajja Zahra Boucher, Allah yarhamha, la deuxième partie euh, du livre qui se raconte en 1 heure. Et en général, je la dis avec Nasro, qui est un musicien qui joue du violon, du oud. Et grâce à son violon, il peut imiter le son de la flûte, de la gasba, que j'aime beaucoup. J'ai une petite question. Oui, vas-y, Je Raja. peux répondre, Oui, Leïla? bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Alors, c'est une toute dernière question avant de clôturer. En fait, on dit souvent que le nord du Maghreb, c'est une terre de soufis. Et je me demandais, il y a beaucoup de contes soufis, beaucoup de contes entre le maître et le disciple qui véhiculent de la sagesse. Et je me demandais en fait s'il y avait un lien ou comme une sorte de mariage en fait entre la tradition berbère des contes, donc du nord du Maroc, d'Algérie, euh, et, euh, et en fait si ça ne s'est pas épanoui en fait dans cette approche religieuse soufie. Justement, est-ce que, par exemple, donc ça c'est une première partie de la question, et la deuxième c'est, on voit beaucoup que, comment dire, donc ces contes étaient pré-islamiques, c'est ça? Excuse-moi, mais je n'ai pas compris la première question sur le soufisme. La première, Euh, pour oui. donner un exemple, je me demande en fait si finalement, imaginons qu'il y ait eu un islam plus radical qui étouffe un petit peu tout l'imaginaire des contes, etc. Par exemple, quand il y a un conte qui explique donc pourquoi il y a un tremblement de terre, et en fait c'est un taureau Ah oui. qui joue avec la terre. Ah oui, c'est-à-dire, ce que vous voulez dire, est-ce que le religieux a interdit le conte imaginaire? Exactement, voilà, Voilà. c'est
alors, pour cela, je pense un petit peu partout, hein. Par exemple, dans les contes européens, souvent la fée a été remplacée par la Sainte Vierge Marie. C'est pas une interdiction, mais et c'est comme si on ne se donnait pas le droit de raconter quelque chose de farfelu, d'imaginaire, sans introduire Dieu, sans introduire les saints, sans introduire... Donc, les gens sont très doués pour cela et ils réussissent toujours à introduire un élément religieux. D'ailleurs, il y a une formule que moi, je ne connais pas par cœur, mais qui fait appel au prophète pour ouvrir le conte. Donc, c'était aussi. Et dans le conte lui-même, on va trouver Alhamdoulilah, on va trouver Bismillah, on va trouver Dhiyaf Rabbi, au nom de Dieu, l'hospitalité. Et dans les contes, ben, tout ça, c'est une croyance en un seul Dieu et toutes les valeurs véhiculées, on va dire, par la religion, que ce soit l'islam ou le christianisme. Donc, souvent, d'après ce que j'ai pu lire, les, l'ogre a disparu dans les contes, dans certains contes européens, il a été remplacé par le diable. Par le diable. Alors ça, c'est moins produit dans le Maghreb, dans ce que j'ai pu voir, ça c'est moins produit. Il suffit d'introduire juste un élément qui montre que l'on est croyant et qu'on peut dire aussi bien dans le conte, dans un conte merveilleux, quelqu'un en mangeant, il peut très bien dire Bismillah, et il peut très bien dire Alhamdoulilah, il peut très bien dire Diaf Rabbi, je l'ai dit. Et quand j'ai collecté la version de Blanche-Neige, la fibule d'argent, elle va se retrouver dans des grottes avec sept talbs, sept tolba ou talbs. Les talebs, ce sont des hommes religieux. Et je me suis toujours dit, bon, les talebs ont remplacé les nains. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une femme qui m'a textuellement dit, euh, elle a rencontré, alors j'espère que je ne vais pas me tromper en le prononçant parce que c'est un mot que je ne connais pas en arabe, euh, Arwez, je crois qu'elle m'a dit sept Arwez, sept hommes, sept Taleb Arwez, qui signifie cet Taleb petit de taille. Et moi, je lui ai dit, c'est quoi? Ça signifie quoi ce mot que j'avais jamais entendu? Elle m'a dit, mais ce sont des hommes qui grandissent jamais. Ils restent toujours petits. Ils étaient sept, mais c'était des Taleb quand même. Donc là, on a une introduction. Les Akzem, nains, non? C'est pas c'est- Akzem? Merci Oui, beaucoup. Akzem. Arzem, c'est ça le mot, merci. Alors, Ouais. c'est Arzem. Et donc, Arzem, c'est le nain. Et j'ai dit, voilà, les nains ont été remplacés par des talebs. Mais c'est juste une manière de dire, mais bon, on peut raconter des récits fictifs qui viennent de l'imaginaire où il y a des ogres, des ogresses, sans pour autant oublier notre religion et Dieu, mais qu'il y ait eu un interdit. Ça, je ne crois pas du tout. D'ailleurs, on raconte très peu de contes religieux. Le religieux se trouve dans tous les contes. Et dans les contes sagesse de Soufi, dans les contes sagesse Soufi, comme celui que j'ai publié, euh, c'est surtout les valeurs que véhicule le soufisme qui est mis en avant. C'est pas du tout des contes Exactement. où on va trouver des versions des versets religieux ou pas du tout. Ce sont juste les valeurs de l'islam et qui sont les valeurs de toutes les religions monothéistes. Oui, voilà. Donc, il y a eu, c'est ça que je voulais exprimer. Il y a comme un mariage parce qu'il y a un peu de mysticisme en fait. Enfin, Oui, il y a principalement du mysticisme dans les contes soufis. Et donc, ça s'est épanoui en fait. Et c'était juste ça que je oui. voulais. Mais Oui, en tout oui, cas, ça n'empêche pas. Et puis même un religieux, vous savez, dans les zawiyas, on utilise aussi des contes pour véhiculer ces valeurs. On utilise quand même l'imaginaire. Oui, parce que finalement, on revient toujours à cette matrice originelle et que, en fait, ce qui se dit dans Oui, une tradition ou dans une autre, on se et, rejoint au centre puisque on oui. évoque. Et l'origine des contes, on ne la connaît pas. Ouais. Personne ne peut dire l'origine de l'oralité. On a Mhm. bien trouvé quelques contes écrits, euh, par exemple plusieurs siècles après Jésus-Christ, ou peut-être même avant, comme Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh. Mais
l'origine, il y a énormément de théories. L'oralité, le conte n'a pas d'auteur. Ça appartient à tout le monde. N'a À pas de partir du frontières. moment où tu as entendu une histoire et il n'a pas de frontières, quand on dit les paroles s'envolent et l'écrit reste, eh ben, moi, je dis oui, elles s'envolent pour voyager et être transmises. Donc, c'est de l'ordre de la transmission et l'écrit reste. Si on ne va pas chercher un livre et le lire, eh ben, il reste le livre, il ne va pas voyager tout seul. Mm. Oui, le conte est vivant puisqu'il se transmet et il Oui, s'imprègne aussi de la culture locale et de la oui. réalité locale, Et de donc il son époque se aussi, un perpétue peu, à à son chaque fois. époque, de sa culture. Tout à fait. Je crois que Cécile veut dire quelque chose. Je te laisse la parole, Cécile. Ose, prends la voix. Désactive ton micro, active ton micro plutôt, Cécile. Bon, bon parce qu'elle m'envoyait un message là, elle me disait que elle Elle pouvait n'arrive pas. elle pouvait t'écouter pendant des heures. Elle trouve cet échange absolument passionnant. Non, mais ce que tu dis Merci, pas, Leïla, merci c'est que j'ai un Cécile. enfant qui dort à côté de moi et que je peux pas trop m'exprimer. Donc, j'écoute avec passion, Ah, mais que d'accord. j'ai pas forcément. Voilà, je viens de réveiller mon fils. Donc, merci, merci beaucoup, Nora. C'est Merci passionnant. Cécile. C'est bien. Au moins, on est dans le vivant, on est dans la Oui, réalité, comme maman avec ses enfants. Et dans tout la à fait. tradition, c'était comme ça, c'était tous les âges en même temps. Euh, Rien n'était sophistiqué, Ouais. c'était naturel. Voilà. Le lien intergénérationnel. Bon, et bien sur cette note, je pense que bah, je te laisse le mot de la fin, ma chère Nora, avant de procéder au tirage au sort. Comment est-ce que tu veux conclure, ma chère Nora? Pardon, j'étais partie en train de lire. Eh bien, au fait, j'ai pas pensé à. Je voulais, je sais pas. Par exemple, est-ce que je peux dire juste quelques mots sur la dot de Gésia, par Oui, exemple? bien Le sûr. mot de la fin. J'aimerais bien dire quelques mots sur la dot de Gésia. Et il y a un petit poème pour dire tout ce qu'on a offert à Gésia. Et on dit جابولها القديم وميات ناقة تعدل وتميل والهضرة غير بالتمليل والكلام بالمعنى. Ils ont offert, donc à Gésia, ils lui ont offert le Guedim et son palanquin qui penche et se balance, les mots se murmurent dans la discrétion et les paroles diffusent l'allusion. Merci beaucoup pour cet échange absolument passionnant dont Merci à on toi et se... à vous tous d'avoir été là. Merci, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été présents aujourd'hui. C'est absolument passionnant. En vrai, voilà, ces cercles nous nourrissent, ils convoquent des mémoires chez nous et nous rappellent que les femmes sont des transmettrices naturelles de la vie et de notre mémoire Tout à collective. fait. Donc, Tout merci à fait. beaucoup pour cet Bravo les échange. femmes. Bravo les femmes! Merci, merci de faire vivre nos mémoires à travers ces contes. Et maintenant, j'aimerais offrir ton ouvrage à un de nos adhérents. Et je vous rappelle que si vous aimez ce qu'on propose un dimanche par mois pour vous faire découvrir des littératures différentes, eh bien, n'hésitez pas à devenir adhérent ou à nous aider à offrir ces livres tous les mois. Et je vais procéder au tirage au sort en fermant les yeux. Et petit papier orange. Sophia Brick vient de gagner le livre. Donc, Sophia Brick, c'est une Bravo. amie ici. Bravo Sophia. Donc, voilà, je lui remettrai en main propre parce que c'est une très grande amie à moi. Donc, voilà, je suis ravie de pouvoir le lui offrir. Pour ma Très part, bien. je vous demande de prendre note de notre prochain rendez-vous qui aura lieu eh bien, en début du mois de décembre, le 10 décembre prochain, avec la poétesse Arwa Bendia et son ouvrage Silence Orange, publié chez Mindset Edition. Et je remercie JN, Lydie et Anna pour leur généreuse contribution et pour leur soutien à Femmes et Diversité. Merci de votre fidélité. Silence Merci Orange, tu as dit quelle maison d'édition, Silence Orange? Mindset Edition. Julie Dénès, qui est donc éditrice.
Mm. Voilà, Silence Et, orange, et, et bien et entendu. je voulais dire que le Jazia Elieb, édition Amka, c'est le premier livre de cette maison Oui, d'édition tenu par une femme, oui, Elisabeth. oui, Bravo, absolument. Elisabeth. Et puis, je tenais aussi à remercier Elisabeth de m'avoir envoyé cet Et La ouvrage. vache des orphelins, on n'a pas parlé, qui a été édité en même temps que Jazia Elieb. Donc, Elisabeth, édition Amka, et c'est son premier livre, et elle continue. Et bravo, Elisabeth. Bravo Elisabeth. Et puis bah, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toutes et à tous d'être présents le dimanche pour ce temps d'échange passionnant. Et rendez-vous le 10 décembre à 14 heures sur Zoom et Facebook Live pour une nouvelle édition. Merci. Merci, Leïla. Merci à Au vous. revoir, tout le monde. Au Au revoir. revoir. Merci à vous.